d'accueillir Émilie parmi nous, je voudrais quand même voilà, dédier cette conférence, je ne le fais jamais, à un formateur que j'ai eu et qui a disparu la semaine dernière, que vous auriez pu avoir si vous aviez été un petit peu plus ancien. C'est quelqu'un qui a contribué à de nombreuses formations pour des futurs profs d'éducation physique et sportive. Donc je dédie cette conférence à Jean-Michel Legras, qui était maître de conférence à l'ancienne INSP, donc à l'IUFM de Caen, et qui a œuvré au sein de l'UFR STAPS pendant de nombreuses années. De nombreux enseignants l'ont eu, que vous avez vous-même, l'ont eu comme formateur. Et donc c'était quelqu'un de très professionnel et de très rigoureux, et qui nous a beaucoup aidé. Je ne serais pas là devant vous s'il n'avait pas été là, entre autres. Mais voilà, j'aimerais dédier cette conférence à ce monsieur. Voilà. Sur ce, alors on a naturellement, voilà. La conférence c'est 13h30, hein, messieurs. Et donc ça va foutre toujours mal d'arriver en retard. Ça c'est quelque chose que monsieur Legras m'avait appris à mettre en place, la ponctualité. Donc, après cette petite parenthèse, donc, nous avons l'honneur et l'avantage d'accueillir Émilie Lecomte, diététicienne. Oui. C'est ça. Ancienne stapsienne également, professeure des écoles, tu vas nous expliquer tout ça. Et donc Émilie vient pour la deuxième fois faire une conférence pour expliquer son métier, notamment en relation, les relations entre diététique et milieu sportif. Émilie, merci à toi, parce que c'est toujours c'est super sympa de te recevoir. Et puis donc c'est la deuxième fois, hein, donc déjà avec un peu d'expérience. Et puis en conséquence, je vais te laisser la parole. Donc Émilie Lecomte, bienvenue parmi nous. Merci, voilà. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est un peu émouvant de me retrouver à cette place-là. Hein. Je me revois quelques années, pas mal d'années en arrière à votre place. Alors vous avez vraiment de la chance parce que moi, alors j'étais pas sur Caen, hein, mais j'aurais bien aimé avoir cette possibilité-là de pouvoir échanger avec des professionnels. Et du coup, c'est avec un grand plaisir que j'espère pouvoir répondre aujourd'hui à vos questions et vous présenter mon parcours. Alors c'est d'autant plus un plaisir que tu interviens dans un domaine qui n'est pas forcément très recherché, enfin en tout cas très développé dans nos formations. Et avoir ton point de vue va forcément aider nos étudiants, futurs entraîneurs, coachs, préparateurs physiques, mentaux, sur les apports, comment on gère la diététique et puis naturellement l'activité physique et sportive. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions au fur et à mesure. Hein. Je sais que tout le monde a des opinions, une vision sur l'alimentation et je suis vraiment là pour ça. Donc n'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure du déroulement de ma présentation. Alors comme d'habitude, on doit avoir un micro qui tourne, hein, je pense. Voilà. Et donc vous le passerez. Morgane, en tout cas, tu seras la garante de l'animation et des questions des étudiants. Au niveau du plan assez classique, je vais d'abord vous parler de mon parcours avant d'aborder mon rôle, mes missions. J'en profiterai bien sûr pour faire un petit zoom sur l'alimentation du sportif, qui est l'une de mes missions. Et je vous parlerai aussi du futur, hein, parce que, effectivement, comme Frédéric vous l'a dit, c'est une reconversion professionnelle et je suis toujours un peu en construction de ce chemin. Donc, hein, je l'ai dit, il y aura une question-réponse à la fin, mais n'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure. Parcours, alors je vais brièvement, hein, parcours assez classique, hein, bac D, alors je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être vos parents. Les chances, ses parents plutôt. Les parents, oui, les parents, hein, mes enfants. Moi, j'ai fait le même bac que toi, hein, bac D, donc scientifique. Centré sur sciences de la vie et de la terre, maths et physique. Voilà. C'était les trois grandes
Maths, physique, SVT. C'était surtout SVT. Hein. Voilà. Bac D, c'était surtout pour la SVT. Je crois qu'on avait 3 coef 4 pour maths, physique et SVT. Peut-être pas toi en 94. Moi je suis beaucoup plus vieux. Le bac C c'était physique et D c'était plutôt SVT. D'accord, donc il y avait déjà une réorientation à l'époque. Alors pourquoi ce bac-là? Tout simplement, plutôt une attirance pour les sciences. Dès le départ, hein, je voulais être prof des écoles. Ça c'était vraiment une vocation depuis toute petite. Voilà, j'ai quand même eu en lycée l'idée qui m'est venue de pourquoi pas faire diététicienne. Alors c'était une idée et finalement cette idée a été très vite stoppée en allant voir la conseillère d'orientation. Hein. Je lui ai exposé mes 2 projets, mon projet de toujours prof des écoles et le projet émergent en première qui était peut-être diététicienne. Alors ça avait été très rapide, hein. L'entretien avait duré quelques minutes et elle m'avait dit ce n'est pas compliqué, prof des écoles vous aurez du travail, diététicienne vous n'en aurez pas. Bon, j'hésitais, hein. Le choix a été Après il faut replacer dans le contexte aussi, hein. C'est les années 90, la diététique peut-être n'est pas forcément envisagée de la même manière qu'aujourd'hui, je ne sais pas, comment tu peux... Alors... J'aime bien recontextualiser en fonction des données politiques, économiques, sociales. Alors, c'est un peu rigolo parce que la semaine dernière, j'avais un entretien à Baclès. Ouais. Et c'est une anecdote que je raconte toujours. Vous savez tous ce qu'est Baclès? C'est le centre anticancéreux. Qui se trouve au CHU, là, sur le campus 5. Et donc, c'était un entretien. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. Il y avait une diététicienne et je raconte toujours cette anecdote-là. Et elle m'a dit, elle était déjà précurseur en son temps. En fait, à l'heure actuelle, c'est toujours un peu la même problématique. Hein. C'est toujours aussi compliqué. Alors peut-être qu'on reviendra sur cette problématique de la place de la diététique, même dans la vie de tous les jours. Hein. Oui. Et pourquoi, justement, c'est compliqué, en fait. Donc alors du coup prof des écoles, il fallait un bac plus 3, du coup... À l'époque, oui. Maintenant c'est bac plus 5. Oui. Alors après c'est quand même l'équivalent d'un bac plus 5 à la fin, une fois qu'on a le diplôme. Hein. Mais à l'époque il fallait une licence. Donc du coup quand on est en terminale, quelle licence faire? Et c'est là qu'en regardant le contenu des cours SAP, je me suis dit c'était exactement... le plus judicieux, on va dire, parce que de la socio, de la psycho, de la pédagogie, de l'anatomie. Et je trouvais que finalement, c'est ce qu'il y avait de plus riche pour pouvoir après intervenir auprès des enfants. Donc, moi, j'étais entre Rouen et Le Havre. Hein. Du coup, STAPS Rouen. Alors, à l'époque, qui ne faisait pas partie de l'Université de Normandie, et puis depuis quelques années, on dit faire STAPS de Rouen, enfin de l'Université de Normandie, tu vois. C'est-à-dire que Caen et Rouen font partie de la même université avec la régionalisation et le ralliement basse et haute Normandie. Voilà. D'accord. Alors du coup, licence. Après la licence, alors du coup plutôt mon éducation motricité, hein, vu mon orientation professionnelle après. Alors pourquoi maîtrise STAPS? Pourquoi avoir continué? Donc du coup, c'était l'équivalent de Master 1, c'est ça? Tout simplement parce qu'il y avait un partenariat entre l'université au Québec de Trois-Rivières et puis l'université de Rouen. Et c'était vraiment une opportunité de pouvoir partir à l'étranger. Très formateur, hein, ça jamais. Alors, juste une petite entre parenthèses, je vois que tu as passé le BAFA aussi? Oui. BAFA, c'était, je ne sais pas si vous êtes peut-être plusieurs à l'avoir, vous êtes orientés dans cette direction-là. C'est vrai que lorsqu'on veut après travailler auprès d'enfants, du coup, quand on a 17 ans, c'est vrai que c'est le petit travail qui, on va dire, apparaît le plus naturel. Et donc, du coup, j'ai passé mon BAFA avec la mention montagne. Bon, ça, c'était pour le plaisir. Ah ouais, sympa, ça. Plaisir d'aller à la montagne. Après, je n'ai pas forcément encadré des colos de ski. Hein. J'ai plutôt encadré des colos sportives l'été. La montagne d'été. Voilà, c'était plutôt ça. Maintenant, l'hiver, elle devient même l'été. Hein. Voilà, il faut être polyvalent. Donc, malheureusement. La montagne n'est plus celle qu'on a connue.
Ta relation à l'activité sportive, à cette période, si tu choisis les STAPS, oui. Même si tu nous l'as expliqué à travers les différentes disciplines qui peuvent être intéressantes, mais il y a les activités physiques et sportives aussi. Oui, il y avait aussi cette composante-là. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé parce que ça paraît évident. Ça paraît un peu évident. Alors, j'ai toujours été un peu une touche à tout. Bon, je pense que de toute façon, c'est ce qui me caractérise un peu. J'ai commencé par la danse, j'ai fait de la gym, de l'athlétisme. Et puis, je suis rentrée en STAPS. Sur mon dossier, c'était l'escalade. J'ai commencé l'escalade avec l'UNSS en 3e et j'en ai fait après jusqu'en terminale. Et je pense que ça a été la même chose pour vous. Hein. Vous avez certainement dû déposer un dossier. Non, il n'y a plus du tout de recrutement. Maintenant, c'est le fameux Parcoursup que tu connais bien à travers tes enfants. Et il n'y a plus de numerus clausus comme ça a été déclaré illégal dans les années, justement, les post-années 90. Hein. Et du coup, les étudiants peuvent postuler à l'entrée via maintenant Parcoursup depuis quelques années. Alors du coup, moi, pour être en plein dedans, ma fille a quand même besoin de justifier d'un niveau dans une discipline. Alors, tout à fait. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu le parallèle aussi avec mon époque. Mais ce que toi, tu as connu entre c'était un concours en fait. Hein. Tu déposais un dossier et en fait, il y avait une sélection. Alors là, la sélection, elle existe, mais si tu veux, elle est plus sous-entendue puisque normalement, tout le monde, à partir du moment où on a un bac, on peut postuler à rentrer dans une filière à l'université. Voilà. C'est là juste la petite... Oui. Alors après, c'est pas vécu comme ça forcément par les lycéens. Il y a vraiment cette impression de sélection, de stress. C'est sûr, c'est clair que le Parcoursup, c'est pas le lieu, mais on aurait beaucoup de choses à dire, effectivement. Donc voilà pour ta formation, parcours. Et puis du coup, à la fin, concours de prof des écoles. Oui, donc du coup, quand même, bac plus 5, pourquoi? Donc il faut une licence, donc bac plus 3. On rentre en 4e année où c'est l'année de préparation au concours de prof des écoles. On obtient le concours et après, on a une année de formation. Donc, alors toi, tu étais encore dans la formule préparation au concours. Oui. Et aujourd'hui, maintenant, en fait, c'est ce qu'on appelle la filière, la formation LMD, licence, master, doctorat. Et donc, à la suite de la licence, on postule, il y a un dossier. On est sélectionné pour rentrer à l'INSPE. Donc, ce que toi, tu as connu, c'est l'IEFM, j'imagine. Oui. Et l'INSPE qui forme pendant 2 ans les étudiants à travers un master. Donc, les étudiants obtiennent un master et passent le concours en parallèle pour devenir professeur des écoles ou professeur de PS, puisque c'est le même processus. Donc on peut dire maintenant que vous avez, ils auront 2 ans de formation. Ouais. Alors sauf qu'eux, ils sont en licence entraînement sportif, donc eux, ils vont plutôt soit travailler l'année prochaine, soit trouver un DU, soit aller vers un master, ou complètement changer de filière peut-être. On a des étudiants qui ont repris d'autres mentions après la mention entraînement sportif. Je ne sais pas si toi, tu avais déjà... Alors, tu avais éducation motricité. Je ne sais pas si entraînement sportif existait déjà à ton époque. Oui, mais il n'y avait pas APA, par contre. Il n'y avait pas APA, mais ça arrivait un petit peu plus tard. Donc, voilà. Donc, un parcours, on va dire, STAPS, à peu près classique. Oui, classique. Voilà. Très bien. Avec une forte valence pour l'escalade. Voilà. Très bien. Deuxième partie, c'est là où ça devient très intéressant. C'est là que ça devient intéressant, que ça se complique, je ne sais pas. Si, intéressant. Parce que justement, tous les intervenants qu'on reçoit, vous avez déjà pu le constater, n'ont pas un parcours linéaire. Hein. C'est ça qui est intéressant. On ne parle même plus de reconversion, maintenant on parle de conversion. Hein. Donc c'est intéressant aussi comme terme. J'étais à l'INSEP justement sur cette problématique des anciens sportifs de haut niveau et de leur conversion dans un nouveau monde professionnel. Et donc on ne parle même plus de reconversion, mais de conversion. C'est mieux. Ce qui n'est pas plus mal. Moi aussi, ça me convient bien. Donc du coup, vous voyez, 14 ans, hein, c'est cool. L'impression un peu d'avoir fait le tour d'un système. Remise en question sur mon utilité dans ce fameux système éducation nationale.
Je prends du recul et je demande à me mettre en disponibilité. Alors la disponibilité, déjà j'ai une chance de l'avoir obtenue parce qu'en région parisienne, vous n'obtenez pas vos disponibilités. Il n'y a pas suffisamment d'enseignants pour prendre le relais. Donc une première mise en disponibilité avec mon projet de diététicienne, mais toujours cette idée un peu en arrière-plan. Donc c'était toujours présent? C'était toujours présent, oui. Oui. Toujours présent, mais cette idée de, oui, mais bon, il n'y a pas de boulot, je suis fonctionnaire, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et je sais que quand j'étais en STAPS, il y avait le métier de kiné aussi qui m'attirait, ce côté un peu attirance pour la santé. Et au départ, je me suis dit, bon, je vais peut-être aller plutôt vers kiné, et j'étais plutôt partie dans cette direction-là. Donc je pars dans cette voie-là. Et au final, le hasard finalement a bien fait les choses, kiné, réforme, et il n'y avait plus possibilité de concours et de rentrer directement par concours. C'était obligatoirement à cette époque-là la PACES. 2014, voilà, c'était PACES où on pouvait, c'est le premier recrutement par les premières années d'université. C'était ça. Et STAPS en faisait partie puisqu'on a eu les premières promotions. Des étudiants qui ont choisi, enfin étudiantes qui ont choisi de devenir kiné pour entrer à l'IFMK à Alençon. Voilà. Donc du coup ce projet-là est avorté. Je reprends le travail à temps partiel, toujours un petit peu en réfléchissant à mon avenir. Et puis finalement je saute le pas. Alors je saute le pas. On va dire que c'était aussi pareil, c'est vraiment le hasard, il y a des chances un peu dans sa vie. On peut faire, je ne sais pas si vous connaissez le CNED, c'est un centre d'enseignement à distance. Le CNED propose le BTS, un BTS pour être diététicienne, donc propose le BTS en distanciel, et c'est pour ça en fait finalement que j'ai pu partir dans cette direction-là. Vu ma vie de famille, je n'aurais pas pu l'école, alors maintenant il y a une école à Caen, une école privée. Ah oui. Mais à l'époque, c'était Granville. Donc, voilà, vu ma vie de famille, je n'aurais pas pu... C'était pas possible. C'était pas possible. Donc, le hasard a bien fait les choses. C'est aussi ça qui m'a encouragée à un peu sauter le pas. Donc, je demande une deuxième mise en disponibilité, qui est encore une fois accordée. Je ne démissionne pas tout de suite, parce que, bon, il faut toujours quand même. Garder un garde-fou. Important, le garde-fou. Et puis j'obtiens le BTS diététique et là, effectivement, beaucoup... Alors concrètement, cette période, donc tu es en travail en distanciel, c'est ça? Enfin, en formation en distanciel. Oui. Alors ça, c'est drôlement intéressant. Imaginons l'année prochaine que vous trouviez un service civique ou un club qui vous embauche et que vous ayez quand même besoin, enfin envie de continuer vos études. Regardez bien sur Internet, de plus en plus d'universités proposent des formations à distance. Merci le Covid, entre guillemets. Avec du téléenseignement. Quand je dis merci le Covid, tout naturellement, c'est une antiphrase, mais il faut essayer de voir les avantages. Et là, en l'occurrence, si vous regardez bien, quasiment toutes les universités proposent des formations en téléenseignement. Donc ça, des formations diplômantes, j'entends. Il n'y a pas que le CNED, c'est ça que je veux dire. Et puis je pense que vous êtes un peu plus habitué aussi que moi à l'époque à travailler derrière un écran. Donc ça, c'est vrai que c'est une super opportunité d'avoir ça. Et donc formation en combien de temps? Donc le BTS, c'est 2 ans. Alors après, on peut tout de suite rebondir sur cette idée de saturation. Oui. Parce que qui dit cette possibilité de le faire par le CNED dit aussi que beaucoup de personnes le font. Beaucoup de conversions professionnelles en diététique. Et ce qui fait qu'effectivement, il y en a beaucoup. On est très nombreux. Et là, avec l'école sur Caen, pour vous dire, c'est à peu près une vingtaine d'étudiants tous les ans de jeunes diététiciens qui sortent tous les ans sur Caen. Donc il y a quand même un marché du travail. Si ces écoles se mettent en place, si les BTS se développent, non? Moi, je suis bien contente de l'avoir fait, ma reconversion, en 2018. Déjà d'être un peu connue et d'avoir... de rayonner un petit peu. Oui, parce que je pense que tout ça. Ça va être un peu difficile pour les... Alors, important aussi, j'imagine que quand cette idée de la saturation dans ton premier métier, elle ne vient pas comme ça, des routines, peut-être aussi la question de l'utilité que tu te posais en tant qu'enseignante. L'important, c'est aussi la capacité de prendre du recul sur ce que l'on fait. Vous êtes
parfois dans cette problématique, chères étudiantes et étudiants. C'est pourquoi je suis là. Hein. Oui, oui. Et d'autant plus que pourquoi je suis là, il y a des techniques qui permettent de prendre du recul. Est-ce que toi, tu as fait un constat, tu as fait un bilan de compétences, ou tu l'as fait de toi-même et tu t'es dit c'est plus pour moi? C'est plutôt de moi-même. Alors, moi, comme je dis, clairement, c'est le système. Hein. Cette idée d'utilité, c'est mon utilité dans ce système. Donc, pour un peu détailler mon parcours, donc avant, j'étais en Seine-Maritime, directrice d'une école maternelle. Mon mari est muté sur Caen. On déménage. Et là, je me dis, tiens, c'est l'occasion de demander des postes de décharge. Alors, décharge, c'est lorsqu'on remplace les enseignants lorsqu'ils ne sont pas dans leur classe. Et c'était surtout des décharges d'enseignants qui étaient profs à l'UFM, c'est ce que je voulais, parce que c'était un peu l'orientation vers laquelle qui était formateur. Donc ça a été passionnant, sauf que j'ai vu des personnes épuisées, des personnes... voilà. Donc je me suis dit, finalement non. Et j'ai continué à faire des décharges, et je me suis un peu trouvée enfermée en fait. On fait des vœux tous les ans. Et moi, voilà, je ne voulais pas non plus me retrouver à faire 1 heure de route tous les jours. Donc, c'est vrai que j'ai privilégié Caen et son agglomération. Mais Caen et son agglomération, c'est très demandé. Il faut avoir beaucoup d'ancienneté. Et l'autre possibilité, c'est de faire des décharges. Mais après, on est titulaire, en fait, de ce poste-là et on n'en sort pas comme ça. On n'en sort pas comme ça, voilà. Donc, c'est le côté un peu sclérosant de la carrière, en fait. Voilà. On est un peu enfermé dans un pas un placard, mais une direction, voilà. Et puis c'est difficile d'en sortir, quoi. Et les collègues me disaient, si tu veux vraiment rester là, ce ne sera pas avant 50 ans. Bon. Alors après, c'est peut-être ça, parce que des collègues ont été très étonnés de me voir partir et m'ont dit que c'était peut-être ce poste-là, mais bon. Alors tu as parlé aussi de hasard, tu as fait certainement des rencontres qui t'ont amené à franchir le pas. Après, c'est plutôt un événement familial, en fait, qui a fait que... Alors, je ne sais pas quelle image vous avez du prof des écoles. Si je vous me dis prof des écoles, qu'est-ce qui vous vient comme métier, tout de suite? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est quoi? Un mot, allez. On a entendu, là? Oui, mais du coup, comment vous imaginez ce métier-là? C'est quoi le quotidien? Le quotidien d'un prof des écoles. En maternelle? Alors du coup, oui. Pourquoi je parle de système? C'est-à-dire que le système, je le connais bien parce que moi, j'ai fait des décharges de la petite section jusqu'en CM2. Et j'ai même eu l'occasion de suivre, du coup, mes petits élèves. Donc voilà, j'avais une belle vision quand même de l'école primaire. Et je pense que c'est cette vision-là qui fait qu'on voit les défaillances du système, en fait. Vous voyez ce métier-là, le quotidien, en termes de... Vous êtes tous allés à l'école, maternelle ou primaire. Alors l'image que vous avez de vos instituteurs, si on peut reprendre l'ancienne terminologie. En termes de charge de travail, quelle vision vous avez? Non. Est-ce que c'est la vision de l'enseignant qui est à 16h30 est chez lui et a 2 mois de vacances l'été et 15 jours tous les 2 mois? Oui? Un petit peu. N'hésitez pas à le dire. Non, mais c'est souvent l'image qu'ont les enseignants en plus. Bon, alors, cette image-là, c'est pas... D'autres commentaires? N'hésitez pas à dire ce que... Parce que je vois que vous réagissez. Bon, alors je vais vous dire, moi, mon quotidien, c'était pas vraiment ça, en fait. En gros, effectivement, on est en vacances toutes les 6 semaines. Mais moi, c'était clair et net, il fallait que je tienne toutes les 6 semaines. Et puis, j'avais 15 jours pour recharger les batteries. Et puis, il fallait que je tienne 6 semaines. Parce qu'effectivement, si on conçoit son métier comme on nous l'enseigne, effectivement, il y a énormément de boulot, de préparation, de correction. Ouais. Et pour revenir un petit peu, je vous ai bien dit, après le concours, on a 1 année de formation. Donc, quand on réfléchit bien, on n'est qu'1 an formé. Tout ce qu'on a fait avant, c'était très riche. Mes années en STAPS, ça a été merveilleux, j'ai appris plein de choses.
mais pas forcément pour ce métier-là. C'est pas l'école normale C'est pas l'école normale, c'est l'UFM, pour ça que moi, de 3 ans de formation, je trouvais que c'était très bien l'école normale. avec de nombreux stages, Voilà. beaucoup de mise en situation. Et c'est vrai qu'avec la mise à niveau du secondaire et du primaire à travers les diplômes, le métier de prof des écoles est arrivé à ce moment-là, comme un professeur de PS ou prof de maths. C'était l'idée d'aligner tout le monde sur la même catégorie. Mais ce n'est pas les mêmes enjeux parce que ce n'est pas le même public. Et puis, il y a aussi l'unicité de toutes les disciplines à enseigner. Voilà. Il y a une grosse responsabilité en tant que prof des écoles, notamment si vous êtes enseignant en grande section CP, CE1, il y a quand même l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et d'apprendre à compter. Donc, c'est des responsabilités quand même énormes. C'est passionnant, ça, par contre, c'est sûr, c'est passionnant. Voilà, donc une grosse charge de travail, tout à construire. Et donc voilà, le petit grain de sable est arrivé, accident de mon mari, hospitalisation, et là, il faut gérer. Et c'est là que, bon, on va dire, grosso modo, le soir, quand on a géré les appels, qu'on a géré sa vie de famille, et qu'on se retrouve à 23h à se dire, bon, bah là, maintenant, il faut que je corrige pour demain, il faut que je prépare. Là, c'est compliqué. Stop, quoi. Le cerveau dit, c'est quoi l'intérêt? Est-ce que c'est utile? Est-ce que? Et le est-ce que font que... Saturation. Voilà, on prend du recul. Et puis, quand on commence à prendre du recul, voilà, beaucoup de questions arrivent. C'est un peu, vous verrez dans la conclusion, j'ai dit, il faut relever la tête du guidon. Mais quand on relève la tête du guidon, je ne sais pas si c'est plus facile que ça, en fait, finalement, que quand on a la tête dans le guidon. Ça c'est... Oui, mais je crois quand même de relever la tête du guidon, comme tu dis, ça permet justement de faire le point. Après. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais depuis 2016. Et voilà. Donc voilà pour vous expliquer. C'est ce qui a fait que... Vous serez toutes et tous confrontés à ce genre de situation et à ces choix à réaliser. Maintenant, reste à savoir si on va dans la direction qui nous convient le mieux. Et ça passe d'abord par une connaissance de soi-même. Donc l'obtention du BTS, possibilité de redemander encore une mise en disponibilité. Mais bon, finalement, j'avais l'impression d'avoir un peu un fil à la patte en restant au sein de l'éducation nationale. Et j'ai préféré démissionner. Parce que la mise en disponibilité, il suffit qu'ils aient besoin et ils vous disent, bon, l'année prochaine, tu réintègres ton poste. Voilà. Point barre, quoi. Et puis, mentalement, psychologiquement, c'est une façon de se dire, bon, voilà, c'est fini, je passe à autre chose. Ça, c'est important aussi de pouvoir prendre de telles décisions lorsque vous vous orientez. Voilà, ce que j'ai fait, voilà, c'est une partie de ma vie, mais je passe à autre chose. Ça, c'est important. Et vous êtes, contrairement à ce que vous pensez, vous y serez forcément confronté à ce genre de problématique, et vous êtes déjà peut-être confronté à ce genre de problématique. Voilà. Alors, la troisième partie, création d'une micro-entreprise. Intéressant. Donc, j'ai démissionné. Parallèlement, après, je crée mon statut de micro-entrepreneur. Et vous voyez, la première des choses que je vais faire, c'est de continuer à me former. BTS, Bac plus 2. On se retrouve finalement à avoir encore pas mal de choses à apprendre. Du coup, je me tourne dans un premier temps un peu vers mon domaine de prédilection, qui est l'activité physique et sportive. Donc, je passe en premier CDU. Et après, les formations que alors, le deuxième aussi, l'alimentation de l'enfant, c'est pareil, c'est mon deuxième dada. Après, les autres, c'est vraiment pour répondre à la demande. L'éducation thérapeutique du patient, je voulais intégrer une association qui s'appelle Planète Patient. Et il me fallait cette formation-là. Nécessaire. J'ai suivi ça. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu annonces là, depuis 2019, c'est toujours cette nécessité et volonté de se former à travers des DU, diplômes universitaires, niveau licence, me semble-t-il, et puis ou des formations comme la formation à l'éducation thérapeutique. Tous les intervenants, si vous avez bien fait attention, depuis qu'on a reçu, depuis le début janvier, sont toujours dans un processus de formation. Toujours. Adrien Duterte la semaine dernière, Franck Doudet avec le football. À chaque fois,
les intervenants continuent en même temps que leur profession, leur activité professionnelle, et bien continuent de se former parce que on est dans une époque où ça va vite et puis il faut évoluer en conséquence. Il faut savoir s'adapter. Et puis c'est beaucoup plus simple, hein, on le disait maintenant avec le distanciel. Bon, il y a eu la Covid, hein, mais par exemple le dernier que j'ai fait, alimentation végétarienne, c'est en distanciel. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, il y a beaucoup de formations qui nous permettent de travailler, d'être en téléenseignement. Et ça, c'est drôlement important parce que ça te permet quand même de continuer ta vie professionnelle et naturellement ta vie privée. Oui, et puis financièrement, parce qu'à chaque fois, c'est des universités, Descartes, Sorbonne, donc c'est Paris. Financièrement, c'est sûr que ça réduit aussi les coûts du coup. Bien sûr. Donc ça, c'est les principales formations. Il y a aussi des formations un peu plus courtes. Hein, et comme je disais, à chaque fois, c'est en fonction de ma patientèle, hein, des problématiques auxquelles je suis confrontée. J'essaye effectivement d'approfondir dans ce sens-là. Alors, on va peut-être y revenir, mais donc quand tu crées ta micro-entreprise, tu te fais connaître comment ? Alors, au départ, pratiquement dans la continuité, j'intègre un pôle de santé. Donc, un pôle de santé en centre de Caen, avec du coup le moyen de me faire connaître essentiellement par qui a déjà pignon sur rue. Voilà. Travailler en équipe. Hein, l'idée, c'était surtout ça, en intégrant ce pôle de santé. Donc, je me fais connaître plutôt par le bouche à oreille. Alors, oui, j'ai un Facebook, Instagram. Après, oui, si. Mais je ne publie pas. Alors, je ne publie pas beaucoup, tout simplement. Je vais passer juste un petit aparté aussi, pareil. Association, en fonction effectivement des domaines dans lesquels j'interviens. J'ai essayé de voir quelle association existait pour pouvoir les intégrer. Ça, c'est vraiment important de travailler notamment en réseau. Des questions à ce stade de la conférence ? Sur les formations, sur... alors on continue. Alors, donc, là, parallèlement, je crée, alors pour me faire connaître, ça va y jouer aussi. Je fais mon BTS avec Céline Tissot. Céline Tissot, c'est donc devenue une amie. On s'est connus dans le cadre de notre BTS. Elle, plutôt orientée cuisine, moi, plutôt orientée activité physique. Et bien sûr, vous savez, hein, l'activité physique et l'alimentation saine, hein, c'est les deux piliers, l'un des deux piliers principaux de notre santé. Donc, on décide de réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait proposer comme atelier qui pourrait à la fois regrouper ces deux domaines. Donc, c'est comme ça qu'on a proposé des marches, ce qu'on appelait les marches nutrition. Et les gens venaient, on marchait pendant 1h30, 2 heures et pouvaient nous poser toutes les questions qu'ils le souhaitaient. Et on s'est dit que ce serait bien, on avait vu ça lors d'un salon, un vélo smoothie. On s'est dit, c'est vrai, c'est un peu la symbolique, hein. Pédaler pour un smoothie sain. Et donc, on s'est lancé dans un financement participatif. Et ça nous a aussi vraiment aidé à communiquer sur notre activité. J'imagine. Donc, ça uniquement en ligne. C'est une sorte de cagnotte qu'on crée, hein, c'est ça. Est-ce que vous connaissez le financement participatif, ça vous parle? Non, vous n'avez jamais eu l'occasion? Oui. Si. Des fois, pour l'humanitaire... Il y a plusieurs sortes de cagnottes. Moi, j'ai des étudiantes qui ont créé une cagnotte il y a quelques années pour pouvoir justement, s'était qualifié en championnat de France universitaire à La Réunion, et pour se financer, elles ont créé une cagnotte. Donc, j'étais à un montant de 2 000 € minimum pour pouvoir la récupérer et lancer comment tu dis ça s'appelle financement participatif. Voilà, je vais y arriver. Et donc du coup, ça c'est vrai que ça a bien contribué à nous faire connaître. Après, je vais en parler, hein, mais ma patientèle, c'est un tiers de mon temps. Donc je pense aussi que c'est pour ça que je ne communique peut-être pas plus, parce que je suis pas mal prise par d'autres aspects de mon métier aussi. L'idée de combiner activité physique et nutrition, ça venait de ta formation, ça venait de
tu as toujours pensé que c'était important d'avoir une activité physique pour justement, alors je ne sais pas les motifs des patients, mais voilà, parce que quand on va voir un diététicien, on veut perdre du poids, on veut peut-être mieux se sentir, je ne sais pas, et puis on n'y associe pas forcément de l'activité physique, quoi. Alors je pense que c'est mon parcours STAPS qui fait que pour moi c'était une évidence. Et on va le voir après, justement, dans le chemin qui est en train de se construire pour moi. Mon idée d'accompagnement, ça va être un accompagnement justement global. Parce que comme je disais, l'alimentation c'est un pilier, mais il y a l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress notamment aussi. Donc finalement, lorsque la personne, elle souhaite par exemple, classiquement on va dire, perdre du poids, l'alimentation n'est qu'une composante et souvent une conséquence. J'appelle ça souvent l'effet boule de neige. Des fois, il faut revenir au départ. Pourquoi? On parle beaucoup, vous avez peut-être entendu parler d'alimentation émotionnelle. C'est la principale problématique actuelle. Je ne sais pas si on peut dire problématique, mais... Si, c'est intéressant. Mais voilà. Alimentation émotionnelle. L'alimentation émotionnelle. On est en plein dans la préparation mentale du sportif. Et donc du coup, l'activité physique, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, on sait très bien que les endorphines, le côté apaisant de l'activité, c'est aussi un moyen de gestion du stress. Donc effectivement, lorsque mes patients pratiquent, j'essaie de les inciter à pratiquer, ça a des impacts positifs. Aussi sur le sommeil, je vous ai dit que le sommeil était très important aussi pour notre santé. Donc oui, c'est une évidence, mais je reparlerai après justement de on parle à l'heure actuelle de santé globale, et je parle aussi de santé durable. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Des questions, Thomas? Non, parce que là, je vous vois participer entre vous, donc j'imagine que c'est peut-être en relation avec ce que... Pas du tout. Ah oui, c'est embêtant. Merci. Donc mes missions, donc les consultations, comme je vous disais, les consultations, c'est à peu près un tiers de mon temps. À côté, je suis formatrice pour différents organismes et j'anime beaucoup d'ateliers de prévention en santé. Alors ça peut être auprès d'associations, auprès d'entreprises. Et là, dernièrement, depuis l'année dernière, je suis intervenante pour Interfel Aprifel. C'est la filière, donc Aprifel, c'est la filière des fruits et des légumes. L'idée, c'est de, pareil, les fruits et les légumes, vous en avez entendu parler. C'est pareil, on a tous santé. C'est vrai que c'est pas simple parce qu'on entend beaucoup de choses. Oui. Façon de s'alimenter, la place des légumes, 4 à 5 légumes. Alors, quelle est la recommandation actuelle? Voilà, c'est ça. Allez, ça, vous savez. La recommandation sur la famille des fruits et des légumes. Il y a une nouvelle petite subtilité que je vais vous dire. Ah bon? Alors? 5 fruits et légumes par jour. Et la petite subtilité des nouvelles recommandations, c'est au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Pourquoi au moins? Je ne sais pas, ce ne sont pas des questions pièges. Pourquoi avoir ajouté ce au moins? Alors, c'est pour ça que c'est bien 5 portions. Dans le slogan, on fait des raccourcis. 5 portions, une portion, c'est la taille de votre mort. Donc par jour, essayez de réfléchir à ce que vous allez manger. Il en faut 5. Il faut au moins 5 portions par jour de fruits et légumes. Et ça à différents moments de la journée ou... L'idée, c'est sur la journée. C'est sur la journée, du voilà, petit déjeuner. Le repère du petit déjeuner jusqu'à votre coucher. Au moins 5. D'accord. Qui est dedans, là? 1, 2, 3, 4. Oui, tu manges 5 portions de légumes et de fruits par jour. Félicitations. La pomme ça de fait terre, pas beaucoup quand même. La pomme de terre, c'est un fruit. Un légume, c'est quoi? Un féculent, bon, ça va. Ça va. Et les pâtes? Donc au moins 5, tout simplement parce qu'effectivement, les dernières données disent que ce serait même mieux. Réagir, oui. Ce serait même mieux d'en consommer plus. La consommation en moyenne des Français. Alors, les vertus de... Pourquoi une telle politique déjà de communication
les vertus des légumes, des fruits? Allez, ça, vous savez. Oui, Oui. Ça améliore le transit. Grâce donc, à quoi? ça permet d'éliminer. Grâce aux fibres. Donc l'atout, bon, vitamines, minéraux, mais c'est surtout l'atout des fibres. Les fibres pour votre transit, les fibres pour votre microbiote. Microbiote, c'est quoi ce nom barbare? On peut peut-être passer le micro parce que tu prends souvent la parole, c'est bien. Tu peux te présenter aussi vite fait? Je m'appelle Louis Legrand et je fais l'haltéropie. Très bien. Oui, donc l'alimentation a un rôle important. Donc, du coup, le microbiote, c'est le complexe d'enzymes qu'il y a dans les intestins pour digérer les aliments. Alors, c'est des micro-organismes qui vont digérer, effectivement, enfin, qui vont manger une partie des aliments que nous, on n'assimile pas. Bactéries, champignons, tous les micro-organismes. Si je vous dis, vous êtes plus bactérien qu'humain, ça veut dire quoi? Vous êtes plus bactérien qu'humain. Aucune idée? Oui. C'est une supposition, mais je pense que c'est le fait qu'on soit en symbiose avec des bactéries qui permettent qu'on vive en fait. Parce que s'il n'y avait pas là-dessus ces bactéries, on ne pourrait pas traiter et décomposer tous les nutriments. Alors pour être en bonne santé, il faut effectivement qu'il y ait une symbiose. Quand je vous dis on est plus bactérien qu'humain, c'est qu'il y a plus de bactéries que de cellules humaines. Donc vous n'êtes pas seul. Et donc du coup c'est hyper important. C'est un peu, moi j'ai la médecine du 21e siècle. Hein, on se rend compte à l'heure actuelle qu'un microbiote qui dysfonctionne, donc on appelle ça une dysbiose, il y a des relations entre dysbiose et les maladies chroniques que l'on connaît actuellement. Y compris, on commence à avoir un peu des liens Alzheimer. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, on avance. J'ai vu une émission là-dessus, comme quoi on commence à mieux comprendre la maladie d'Alzheimer. Hein, donc, cette perte de mémoire qui est associée aussi à l'âge. Hein, mais alors, il y a plusieurs Alzheimer, hein, bien sûr. Oui, mais c'est clair ce que tu dis. Non. Donc voilà. Donc, se rattacher à l'alimentation, c'est important. Voilà, donc simplement pour finir aussi, la problématique, on va dire pour résumer, alors je grossis, hein, oui, je grossis les traits, mais on mange trop et on ne se déplace plus assez, on ne se dépense plus assez. Et les fibres, c'est satiétogène. Oui, satiété. Ça vous cale. Donc l'idée, c'est en incitant les Français à consommer davantage de légumes, ça va les caler. Et puis éviter du coup certains apports énergétiques. Donc là, de ce dont tu parles, là, c'est vraiment l'État qui prend en charge la nutrition, enfin en tout cas une certaine éducation nutritionnelle des Français, quoi. Ce qui est important, c'est de comprendre, on part toujours d'une enquête de la consommation des Français et à partir de là, on émet les recommandations. Donc le au moins 5 portions. Alors pourquoi le au moins 5? Je vous ai dit, parce que ce serait préférable d'en consommer plus. Mais pourquoi directement on ne dit pas 8 portions par jour? Tout simplement parce que les Français en moyenne n'en consomment que 2 par jour. Et la marche, voilà, l'idée c'est de dire en moyenne. Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout et très peu au-dessus, quoi. Voilà, donc vous imaginez bien que si on dit aux Français à partir de demain il faut consommer 8 portions de fruits et légumes par jour, c'est un peu l'idée, la théorie des petits pas, la marche est trop haute, donc on va leur conseiller d'en consommer au moins 5. Et puis on a fait le sondage, hein, vous connaissez tous le slogan, donc c'est déjà un slogan qui est connu en fait. Alors, petite question, mais c'est peut-être déjà très technique de ma part. Comment on choisit ces 5 portions? Est-ce que c'est entre les apports de sucre, dans les aliments je sais pas, moi je mange une blanquette de veau, j'ai des légumes. Ah oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est comment, où est-ce? Là, j'étais pressé, j'ai mangé un sandwich légumes poulet, enfin pas légumes, mais tomates, etc. L'équivalent d'une poignée de légumes? À peine. Mais est-ce que c'est aussi compris dans ces portions? Sont-elles comprises aussi dans
dans des accompagnements protéiniques, etc. Dans si on reste sur les fruits et les légumes, c'est vraiment les fruits et légumes consommés dans sa journée, quelle que soit la forme. Quelle que soit la forme. Donc ça peut être une soupe, ça peut être... D'accord. Oui. Donc ça c'est important quand même, parce que je crois que dans le slogan, on a pour moi la portion, c'est, comme tu disais, la portion d'une main, et c'est, j'ai mangé les fruits... ou les légumes frais, d'accord. Voilà, non, c'est vraiment, quel que soit... Donc ça, il faut arriver à mesurer. Moi, j'ai appris à acheter une petite balance chez moi, où maintenant je pèse mes aliments. Alors ça ne se voit pas encore, mais ça va bientôt revenir. Oui, ton prénom, rappelle-moi. Par rapport aux portions, vous avez dit peu importe la forme, mais par exemple la différence entre une orange entière avec toutes ses fibres et du jus d'orange, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent par exemple des jus le matin et qui se disent c'est bon, j'ai pris ma première portion de fruits, alors que globalement le jus d'orange c'est quasiment que du sucre. Si vous m'amenez sur mon terrain de prédilection, c'est génial. On va rester là. Bah oui, non mais vas-y. Non mais donc là, on a parlé des recommandations. C'est ça qui est important. On a reparlé des recommandations. Après, je vais en parler plus longuement parce que c'est cette idée de manger vrai. Et effectivement, un verre de jus, avant, ça pouvait remplacer une orange. Maintenant, le verre de jus de fruits est considéré dans la famille des boissons sucrées. Parce qu'on en revient toujours, on reviendra toujours à la même chose, ces fameuses fibres. Lorsque vous avez une orange, vous mangez une orange entière, imaginons le matin. Cette orange-là, est-ce que vous avez envie d'en manger une autre ou est-ce qu'elle vous suffit? Personnellement, elle me suffit. On va dire que la majorité, pour tout le monde, elle suffit. Ce dimanche, vous êtes à la cool, vous pressez cette orange et il y en a encore d'autres dans le panier à fruits. Est-ce que vous en pressez une autre? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ça dépend de la taille du verre, en fait. Allez, admettons que vous en pressez deux, c'est hyper facile. Voilà. Vous en pressez deux. Au niveau des apports, qu'est-ce que vous avez apporté? Des vitamines. Des vitamines, ça ok. Mais vous avez apporté 2 fois plus de sucre que votre corps ne réclamait. Même avec l'orange pressée. Du coup, tu as 2 oranges. Au lieu d'en consommer une, tu en consommes 2. Donc tu apportes 2 fois plus de sucre et les fibres, elles ont été écrasées. Donc en plus, les fibres, elles ont aussi le rôle de ralentir la digestion, de contribuer à la satiété. Oui. Pour ajouter à cela, en plus, dans un jus, on n'a pas tout ce travail de mastication. On n'a pas toutes les salives qui viennent... Ouais, on a un étudiant, tu vois, qui est calé là. Et donc du coup, justement, c'est ce qu'on se disait, ces fameuses fibres, elles sont satiétogènes et ce qui contribue aussi à la satiété, c'est pas que la fibre en elle-même, c'est cette fameuse mastication. Et c'est pour ça que le temps du repas est si important, parce que la mastication, c'est le point clé de la digestion. Donc il ne faut pas manger le sandwich en 5 minutes comme j'ai fait ce midi, quoi. Voilà. Mais c'était pour servir d'exemple. En fait, tu étais dévoué. J'en fais exprès. Voilà. Donc du coup, à Prifel, c'est la filière des fruits et des légumes. Moi, j'interviens du coup, ça c'est top, dans les écoles, pour parler de l'importance. Alors là, je suis intervenue sur la thématique du petit déjeuner. Merci. Et donc, du coup, en même temps, j'explique l'importance de cette famille-là. Donc oui, si on revient sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je ne fais pas forcément trop de pub parce que c'est vrai que ma patientèle, pour l'instant, ce n'est pas ce que j'ai vraiment développé le plus. Et qui dit formatrice dit préparer les formations. Et ça me demande pas mal de travail, de préparation. Justement, dans mes missions, vous avez vu un DU du sportif, donc j'accompagne des sportifs. J'en profite pour faire alors c'est un petit zoom un peu rapide. Vous, en termes de connaissances, vous avez eu des cours sur la nutrition. Oui. Pour résumer, vous avez appris quoi, en gros, pour savoir un petit peu? Est-ce que vous avez vu des disciplines sportives et comment un petit peu justement optimiser l'alimentation par rapport à ces disciplines? Ou est-ce que c'est seulement les familles d'aliments et vous êtes resté de façon... C'est plutôt ça, assez général. Est-ce que vous avez fait quand même le lien entre cet aspect un peu alimentation en général et la pratique sportive et la spécificité du sport? D'accord. Oui. On a eu une intervention avec un nutritionniste dans le cadre d'une UE et on a vu différents régimes alimentaires
faire, régime, j'aime pas trop le mot, mais différentes façons de s'alimenter. Et on a vu les grandes familles des macronutriments. D'accord. Très peu les micros. Mais pas forcément en relation non plus avec, avec des pratiques sportives. Alors ça, je pense que c'est important quand même de l'annoncer. Et tu peux... un repère type, idéalement, une personne sportive va avoir 30% de glucides, mais après, il n'y a pas de spécificité selon le sport. D'accord. Et quand tu disais, entre guillemets, régime, tu peux me donner un exemple pour de quoi vous avez... On a eu des questions par rapport au régime sans sucre ou sans gras. Cétogène, des choses comme ça. D'accord. Les personnes qui mangent que des aliments qui ne sont pas cuits. Oui, d'accord. Alors, ma pyramide, vous avez vu, en bas, c'est l'équilibre alimentaire. Et le haut de la pyramide, tu parlais, alors, pour préciser, on est d'accord, macronutriments, glucides, lipides, protides, et tout ce qui est micronutriments. Vous êtes au point là-dessus. Voilà. Non ? Plus ou moins. Bon, on vous en parle depuis l'école primaire, justement. Normalement. Normalement. Et vous avez vu tout en haut, si besoin. C'est-à-dire que le gros du boulot, il est avant tout là. C'est vrai que des fois, moi, on vient me dire qu'est-ce que je dois manger avant ma compétition. C'est plutôt avant qu'est-ce que tu as mangé depuis des mois. Et on va d'abord travailler là-dessus. Et c'est pour ça qu'effectivement... Donc en fait, la première chose, comme tu disais, tu vas en amont de la personne, enfin de ce qu'est la personne au jour J, et pour justement comprendre son équilibre alimentaire en fait. C'est vraiment la base. La performance sportive, elle va se jouer. C'est la conséquence. Voilà, elle va beaucoup se jouer sur l'amont. Alors après, c'est clair que, d'après vous, pour quel sport l'alimentation pour l'épreuve est vraiment cruciale, et c'est du coup ces sportifs-là qui s'y connaissent le mieux en nutrition. L'haltérophilie. Les raids. Ouais, je pense les épreuves d'ultra-endurance ou les épreuves, les sports de catégorie poids, mais je pense plus les épreuves d'ultra-endurance. Ouais. Tout ce qui va être effectivement ultra-endurance, parce qu'effectivement le système digestif est mis à rude épreuve, et donc là effectivement on peut perdre, on peut abandonner ce type d'épreuve pour des soucis digestifs. Après, c'est sûr que tout ce qui est sport qui nécessite de la prise de masse, il y a une optimisation, notamment par rapport aux apports en protéines. Donc, c'est vraiment ces deux catégories-là. On va dire que l'ultra-endurance, c'est par la force des choses que l'athlète est un peu obligé de s'y pencher. Après, ce qui est dommage, c'est que pour tous les sports co, c'est pareil. Il y a des besoins qui sont spécifiques. Et c'est pas, ça commence un peu à arriver. Mais ça arrive quand même tout doucement. Et si on reprend, tu parles de sport co, c'est un peu mon domaine. Sur les pratiques de haut niveau, aujourd'hui, les calendriers de compétition sont relativement élevés, avec parfois 2, 3 matchs par semaine, les temps de récupération, les temps de... Donc c'est clair que l'alimentation, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais je vois par exemple l'équipe de France de football qui était au championnat du monde, à la Coupe du Monde, ils devaient certainement avoir un travail nutritionnel important avec un équilibre en conséquence pour pouvoir enchaîner et être le plus performant possible sur le terrain. Et limiter les blessures, il y a aussi oui, ça, aussi, et la récupération aussi. En termes de récupération. Donc, après, votre cursus n'est pas fini, vous allez peut-être continuer à avoir, je ne sais pas, il y a d'autres cours de prévus aussi? Non, vous êtes arrêté. Actuellement, la nutrition, elle consacre combien de temps à peu près dans toute votre formation? Vous avez eu des cours en première... Si on prend que la licence 3. Pardon? En deuxième année? Combien d'heures? 25 heures? Ok. Et cette année? Vous aviez un dossier à rendre? D'accord. Donc à peu près une quarantaine d'heures de formation sur des formations qui en représentent 400-500 heures. Quoi. Le dossier, c'était par rapport justement à votre pratique sportive? Le dossier à faire, on avait soit la composition corporelle, d'accord, avec tout ce qui était masse grasse et masse musculaire, tout ça. Et on avait un deuxième dossier sur un agenda alimentaire allié avec une pratique
D'accord. Avec une étude des nutriments. D'accord. Oui, donc ça c'était quand même assez poussé alors du coup. Ça vous a amené à pas mal travailler. Alors, qui parmi vous fait un mémoire en relation avec la nutrition? Mathéo, tu peux nous donner ton sujet? Judoka. Moi, c'est à propos de la perte de poids rapide dans les sports de combat. Dans les sports de combat. Au début, j'avais une première vie qui était assez compliquée en rapport avec la performance. C'est compliqué à mesurer. Donc, on est plus parti sur des évaluations de la composition corporelle, des agendas alimentaires, sur les sportifs du stage. Et donc, faire un peu de prévention parce qu'ils arrivent sur n'importe quoi. Bah, c'est vrai que là, le corps, il est mis à rude épreuve lorsqu'il faut perdre. Et il y a quelqu'un d'autre, je crois? Mademoiselle? Alors, attends, on va passer. C'est intéressant de voir aussi. Moi, je suis dans le foot et je fais autour de la sensibilisation à l'alimentation avec Un groupe de jeunes? Top. D'accord. Très bien, merci. Donc c'est vrai que chaque sport a ses spécificités et donc du coup en termes de recommandations, de conseils, c'est effectivement ça peut être assez différent. Et comme ta pyramide est vraiment intéressante parce que la base c'est quand même votre façon de vous alimenter au quotidien qui va ensuite s'orienter vers une spécificité liée à votre pratique. Et la base, c'est l'équilibre, et c'est ce qu'il y a de plus difficile peut-être à mettre en place, surtout l'offre actuelle, on va dire, de l'industrie agroalimentaire. Échanger vos habitudes, c'est très compliqué. C'est très, très difficile. Donc c'est pour ça que moi, on en reparlera après, je mise beaucoup sur l'éducation. Revenir en arrière, c'est compliqué. Puis moi, je dis clairement, c'est une reconversion. Donc je me suis pris une claque en termes de... Ouais. Quand on commence un peu à savoir ce dont on a besoin, ce qu'on mange, en pensant, même en y mettant le prix, en pensant bien s'alimenter. C'est pas évident, il y a tellement de choses aujourd'hui. C'est vraiment pas évident. Et puis, comme tu dis, il faut y mettre le prix, donc il faut un budget. Il y a le budget, c'est et pas là, on est évident en plein non plus. dedans. Ah, on est en plein dedans, mais la bonne, on va dire, moi je presse pour ma paroisse, c'est que du coup, là, le fait maison va être du coup plus économique. Il est du coup de plus en plus économique de faire soi-même que d'acheter du coup des produits industriels qui, avec le coût de l'énergie, augmentent d'autant plus. Malgré les belles promotions qu'on vous propose, deux produits achetés, le troisième offert ou à 50%. Bon, c'est que sur les poissons surgelés. Les poissons en barre, comme disait Coluche. Donc les outils, je pense que du coup, si vous avez fait là votre dossier, vous voyez un peu, et effectivement, on part de l'enquête alimentaire, on évalue effectivement les dépenses, les dépenses énergétiques qui peuvent vraiment être énormes d'un sportif à un autre. Donc quand tu parles d'enquête alimentaire, tu as une sorte de questionnaire qui permet d'établir justement l'équilibre alimentaire de la personne. Voilà, c'est tout simple, on questionne la personne sur ce qu'elle mange au petit déjeuner, au dîner, les collations fractionnées, pas fractionnées. Et puis en fonction de ça, on peut estimer du coup ses apports. Mais surtout, ce qui est important, c'est ses dépenses. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a une adéquation entre les apports et les dépenses. Pas assez d'apports, qui peut faire que du coup, ça peut être un frein à la performance sportive. Ou des apports qui sont peut-être pas... On va prendre l'exemple prise de masse. On sait que la prise de masse, l'apport en protéines, elle doit être fractionnée parce qu'on a un plateau, c'est-à-dire que si on dépasse... je vais vous donner à peu près au-dessus de 20-25 grammes de protéines dans un repas. Le corps ne sait plus gérer, donc c'est pour ça que la prise de masse, les sportifs fractionnent. Et on sait que cette prise de protéines, elle est intéressante après l'activité. Plutôt qu'avant. Plutôt qu'avant, parce que le but, vous savez, le but de toute activité sportive, c'est de casser la fibre musculaire et d'en reconstruire une plus performante. Si on veut la reconstruire, il faut apporter ce qu'il faut pour la reconstruire.
Donc c'est pour ça que la prise de masse, on parle d'optimisation de la prise de protéines. Donc les protéines, par exemple, on parlait de récupération tout à l'heure. Oui. Tu viens d'avoir une grosse épreuve ou une épreuve sportive. Oui. Les protéines peuvent être intéressantes dans les 24 heures qui suivent la pratique, en fait. Les protéines, l'apport énergétique, l'hydratation. L'hydratation indispensable. Et ça, toujours. Vous avez tous votre petit D'ailleurs, on n'a pas notre petite bouteille d'eau, Julien, aujourd'hui. Ah ouais. On a une petite bouteille d'eau toutes les semaines, en plus. Oh là là, aujourd'hui, ça va. Non, mais ça, c'est drôlement intéressant. Je sais que quand on a 20 ans, c'est toujours compliqué d'être sensibilisé, même un peu plus tard. Hein. Mais compte tenu des métiers vers lesquels vous souhaitez... Attention de ne pas tomber dans votre chaise, jeune homme. Et donc, compte tenu des métiers vers lesquels vous souhaitez vous orienter, il est clair que c'est important d'en tenir compte de cette alimentation. L'hydratation, vous avez tous votre bidon pendant vos entraînements et même pendant vos cours? Tout le monde boit régulièrement? Est-ce que vous êtes sensibilisé à ça dans vos clubs? Ou est-ce que vous sensibilisez, par exemple, les jeunes, si vous encadrez des jeunes, à ça? Oui. Moi, je vois beaucoup de jeunes dans mon club qui utilisent... Alors, tu peux te présenter, s'il te plaît, qu'on sache sur quelle activité tu es, entre autres? Je m'appelle Théo, je suis spécialisé en football. Et sur du montage, je vois beaucoup de jeunes joueurs, des plus jeunes même, qui boivent beaucoup de boissons énergétiques ou énergisantes. Ah, c'est une question aussi, ça. C'est conseillé là-dessus. Mais même chez les parents, on va dire que c'est pas... Enfin, pour eux, ils suivent les pubs. La Powerade, c'est bien pour le sport, ça aide, etc. Et le bidon d'eau, ça remplace vraiment le bidon d'eau. C'est-à-dire qu'il y a systématiquement... Il y en a qui vont avoir les deux. D'autres qui vont avoir que ça, ou une boisson sucrée à côté avec par exemple du sirop, des choses comme ça. Ça peut vraiment varier suivant. Ils ne vont pas forcément avoir ça à tous les entraînements. Et quand il n'y en a pas, il y a de l'eau à la place? Il n'y a rien. Ça, c'est vrai que de toute façon, c'est pas forcément que dans le sport. Hein. On a de plus en plus de jeunes qui disent ne pas aimer l'eau et toujours mettre systématiquement du sirop ou du soda. Et donc là, c'est vrai qu'on en reparlait. Hein. De toute façon, ça revient à ma pyramide. Hein, l'idéal, la base, c'est l'équilibre alimentaire. L'hydratation, ça devrait être la base. Et on squeeze ça pour aller vers des compléments alimentaires ou vers des produits énergétiques, alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Les besoins, ils apparaissent au bout d'une certaine durée d'activité, mais elles n'apparaissent pas dès le début, même avant l'entraînement. Hein. L'apport en eau sur une journée, c'est sous différentes formes, j'imagine. L'apport en eau, déjà sans activité et à température, on va dire, une température qui n'est pas élevée, ambiante, c'est déjà au moins 1,5. On a besoin de 2,5, il y a 1 litre à peu près qui est apporté par l'alimentation et il faut au moins 1,5. C'est le repère de la bouteille d'eau. Et alors, pareil, en termes d'eau, dans le commerce, on rencontre des eaux pétillantes, des eaux plates, avec différents prix d'ailleurs, différentes gammes de prix. Il y a les personnes aussi qui prennent simplement l'eau du robinet. Est-ce que tu as des préconisations? Est-ce qu'il y a des choses qui sont meilleures que d'autres? Je ne sais pas. C'est quoi une eau minérale? Du coup, oui, tu voulais me dire. Pour répondre à votre question, une eau minérale, c'est une eau avec des minéraux à l'intérieur. C'est comme ça. Et après, c'est plus une interrogation. Je vois que vous avez une bouteille en verre. Est-ce que c'est parce que vous avez des soucis par rapport au plastique dans les eaux, comme ça? Côté écolo. Il est observateur. Hein. Tout à l'heure, je vais vous parler d'alimentation durable. On va pas en parler tout de suite. Hein. Alimentation durable, d'après vous, ça veut dire quoi durable? Est-ce que c'est durable pour notre santé? C'est ça. L'alimentation durable, c'est à la fois, on dit qu'on est dans un écosystème, il faut que ce soit durable pour l'homme,
pour l'animal et pour la planète. Il y a ce côté-là, quand je peux, effectivement, je privilégie le vert, mais il n'y a pas que pour ce... Oui, il y a le côté peut-être écolo, mais tu as bien fait de souligner, il y a aussi une grosse problématique à l'heure actuelle qui sont les perturbateurs endocriniens. Est-ce que ça vous parle, ce mot-là, perturbateur endocrinien? Tout ce qui est le système hormonal, oui. Qu'est-ce qui véhicule donc du coup tous ces perturbateurs-là? C'est effectivement le plastique. Et vous avez certainement entendu parler que les bouteilles, effectivement, vos bouteilles d'eau minérale en plastique, il faut éviter qu'elles soient à la chaleur parce que la chaleur va véhiculer effectivement ces perturbateurs-là et vont migrer dans l'eau. Il y a un autre aspect aussi qu'on connaît moins, c'est tout ce qui est l'huile, les corps gras. Si vous faites réchauffer des choses, par exemple au micro-ondes, il vaut mieux utiliser un contenant verre que les contenants plastiques. Parce que très souvent, de toute façon, dans tous nos plats, on ajoute des matières grasses, c'est normal, on en a besoin. Donc effectivement, il y a aussi derrière cette idée-là que ça tombe très bien que tu aies posé la question, comme ça je fais un peu de prévention en même temps. L'explosion des cancers, on commence à faire le lien, cancer, perturbateurs endocriniens, on commence un peu... Alors là, vous êtes tout jeune, ça ne vous parle pas, mais les 1000 premiers jours, c'est justement de la prévention, on en parle beaucoup, de la prévention pour les nourrissons, les femmes enceintes. Donc c'est quand même une grosse problématique de santé. Et voilà, pourquoi j'ai ma petite bouteille en verre. Oui, jeune homme. C'est ouvert. Moi, je m'appelle Hugo et je suis spécialisé en natation. Je veux savoir s'il y avait vraiment une différence entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille. Si on n'a pas spécialement. Mais alors donc du coup, comme on disait, une eau minérale, pour qu'elle puisse être appelée minérale, c'est qu'elle est composée à une certaine quantité de minéraux. Donc il y a des eaux très faiblement minéralisées et il y en a d'autres qui sont particulièrement minéralisées. Donc après un effort sportif, on va essayer d'aller vers des eaux qui vont être riches en bicarbonate et puis qui vont être riches aussi en sodium, parce que de la transpiration, on évacue beaucoup de sodium. Donc c'est vrai que les eaux un peu gazeuses et les eaux riches comme ça en minéraux, on va prendre ça après la pratique. Après l'eau du robinet, on nous dit elle est propre à la consommation, donc il n'y a pas de danger. Après, c'est toujours la problématique, c'est-à-dire que d'un côté, l'eau du robinet, vous n'utilisez pas de bouteilles en plastique. Donc l'un dans l'autre, c'est... Voilà. Après, la composition, d'une eau minérale à une autre, il y a des compositions énormes. En termes de minéraux, vous avez du x3, x4. Donc ce sont des eaux qui sont complètement différentes. Et bon, là... L'eau du robinet. Après, on dit que l'eau du robinet, au moins c'est une eau, parce qu'on dit sinon les eaux en bouteille, il faut toujours varier, changer. Là, au moins, vous êtes sûr que l'eau du robinet, c'est jamais la même. C'est l'avantage. Très bien. Donc là, tu as tes outils sur le diagnostic, c'est ça, mais aussi sur la prescription, j'imagine. C'est ça, donc du coup, tu as des bilans sanguins. Il y a la pince, vous en avez parlé, de la composition corporelle. Moi, j'utilise cette pince-là pour effectivement déterminer la masse grasse et la masse maigre, et du coup, de voir après l'impact de l'entraînement au fil des mois et de la prise en charge. Donc voilà les outils, mais ça les outils a priori, vu ce qu'on m'avait dit, vous imaginez bien un peu dans quelle direction je vais lors de mes consultations. Les recommandations, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Si on va rapidement, imaginons que vous avez une épreuve du coup et qui va nécessiter pas mal de dépenses énergétiques. 3 jours avant, on va essayer de refaire le plein de glycogène. Glycogène, ça vous parle? Ça c'est bon? J'espère. Normalement, c'est sportif, pas de souci. En physio, quoi. L'idée, c'est effectivement, donc du coup, de mettre toutes les chances de son côté. Donc encore une fois, l'hydratation, être encore plus vigilant. Si on sait qu'on avait tendance à pas beaucoup boire, là, on va essayer un petit peu d'augmenter pour pas commencer en étant déshydraté. L'idée, ça va être de ne pas augmenter ses apports caloriques, c'est pas le but,
Mais ça va être de mieux répartir nos apports pour justement maximiser le glycogène. Alors, comment vous faites avec nos fameux macronutriments? Comment vous allez faire pour pouvoir apporter les mêmes calories tout en maximisant vos réserves de glycogène? Vous allez jouer sur quoi? Qu'est-ce que vous allez augmenter? Qu'est-ce que vous allez diminuer? Alors, les lipides, qu'est-ce que vous en faites des lipides? Vous diminuez vos lipides et vous augmentez. Oui, vous augmentez vos glucides. Des questions par rapport à 3 jours avant? Vous voyez un peu le principe? Donc les lipides, ben, on va effectivement, là j'ai mis un peu des exemples, hein, on va être plutôt sur des produits demi-écrémés, voire écrémés, des viandes maigres. On va éviter les matières grasses ajoutées, notamment les matières grasses. Quand tu dis pas de restriction, donc 3 jours avant la compétition, c'est vrai que par rapport à Mathéo, ce qu'il expliquait, il y a le problème de la perte, ou en tout cas de passer sur la balance pour être dans la bonne catégorie. Et la grosse problématique en judo, c'est la déshydratation, parce que du coup, il n'y a plus d'apport hydrique non plus. Donc c'est ça, en fait, le risque, il est aussi à ce niveau-là. C'est pas que les aliments. Donc il vaudrait mieux, dans ce cas-là, la restriction en amont. Je veux dire. Pour le judo, ça serait de rester dans sa catégorie de poids pour lequel on est sans excès, normalement prédestiné. Je ne sais pas si. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est pareil hein, pour tout ce qui est les sports type la gymnastique. Hein. Il y a des fois vraiment les gymnastes, il y a vraiment des restrictions alimentaires qui, à certains niveaux... J'imagine, à haut niveau, entre les grimpeurs, les rouleurs, les sprinteurs, il y a des différences énormes d'alimentation, j'imagine. Ouais. Quand tu dois t'enfiler 4 cols à 50 km, non, j'exagère, à 30 km/h... Oui. Mais bon, après, eux, c'est des grosses dépenses énergétiques. Hein. Le plus, c'est la natation. Hein. C'est le sport où les dépenses et les besoins sont énormes. Alors, c'est pareil, dans la natation, tu as quand même différents niveaux, différentes distances de pratique entre les sprinteurs sur 50 mètres et ceux qui vont faire le rapport poids-puissance. Oui, c'est ça, voilà. Donc, forcément, c'est pas forcément les mêmes. Les triathlètes ont ces soucis aussi. Là. Des réactions? Oui, jeune homme? Handballeur, je crois. Non, footballeur? Pas de malherbe. Ah oui, moi je vois les Vikings. Bonjour, je m'appelle Mathieu et je fais du foot. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui font du UFC et du MMA, qui ça eu un combat il n'y a pas longtemps, et en fait on voit qu'ils perdent du poids, et ils se mettent dans des conditions de fou, des fois leur fait perdre du poids, ils tombent dans les pommes, ils font des bains de chaud, avec du froid, voire perdre du poids pour la peser. Avec la sudation, hein. Et après le récupérer le jour du combat. Oui, c'est ce qu'on disait un petit peu. Du coup, là, on met l'organisme en danger. C'est pour ça que certains médecins essayent un petit peu de dénoncer ça, parce qu'effectivement, c'est pas l'idéal. Je me rappelle quand on parlait de diététique, ils nous avaient dit que c'était limite, ils allaient en meilleur état, physiquement, avec mieux en tout cas, en ne faisant pas ça, et en cherchant pas à avoir un poids supérieur le jour du combat. Et souvent, ceux qui font ça, c'est ceux qui gagnent le plus. Ah, il y aurait une relation entre la performance et la restriction alimentaire, c'est ça? Je suis assez surpris de ça. Donc, en fait, s'ils restent performants en faisant ça, même s'ils se mettent dans le dur, ils vont toujours le faire et ça a peu raison de faire ça. De toute façon, on fonctionne tous avec un peu nos gris-gris. Hein. Là, c'est sûr que s'il performe en faisant ça, il va se dire c'est parce que j'ai fait ça que je performe. Sauf que si ça se trouve, il va se blesser. C'est peut-être pour ça qu'il va se blesser, parce que justement, il n'a pas mis. Et puis, il y a tout le problème, la problématique que tu abordes aussi, c'est lié, tu parlais d'environnement durable, enfin en tout cas de l'alimentation durable, mais c'est aussi
d'accord, j'ai la performance à réaliser dans 3 semaines, mais si je veux les plus grands sportifs, hein, ils répètent la performance. Ils la répètent sur 10, 15 ans de carrière. Mais c'est aussi qu'est-ce que je deviens après. Si tu prends tous les footballeurs des années 80, ils ont tous des problèmes de santé en termes de prise de poids. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours vrai, mais il y a quand même tous ces problèmes de sensibilisation dans le temps. Jeune homme ? Par rapport à ce que disait Mathieu, en fait, dans l'UFC, les pesées, je crois qu'ils sont écartés de 1 jour. Donc en fait, ça laisse le temps de perdre du poids et pouvoir se réhydrater sur la journée d'après. Mais je pense que si on veut régler ces problèmes-là et que ça devient, que les médecins préviennent que ça crée des problèmes de santé, etc., c'est plus des modifications au niveau du règlement, par exemple les peser à 1 heure avant le match ou choses comme ça, qui permettraient de régler. Et, on aborde d'autres problèmes. Et puis, à la fin, tout le monde fait ça maintenant. S'il y en a un qui fait et que les autres ne font pas et qu'on voit qu'il est plus performant, et tout le monde se cadre sur ça, quoi. Bah, c'est la problématique du haut niveau, hein, et du coup les effets délétères. Et puis comme tu disais, c'est la problématique, c'est la déshydratation. En fait, en une journée, ce qu'on perd, c'est essentiellement de l'eau, hein. On va faire effectivement se faire transpirer le plus possible, sauf que la déshydratation, ça peut aller très vite. Effectivement, on se met dans le rouge. Alors justement, est-ce que tu peux revenir sur ta vignette là, qui est très intéressante par rapport à l'épreuve compétitive? Celle d'avant? Non, celle-ci, là, je crois que c'était... Celle-ci. Voilà, là, le jour J, assurer un confort digestif. Alors ça, le confort digestif, là j'ai pris l'exemple, on avait dit, vu plutôt les sports un peu d'endurance, où là ça va être vraiment primordial, mais pas que, hein, on imagine que sur un terrain de foot, si au niveau digestif c'est pas le top, ça va effectivement être handicapant. Donc du coup ça c'est des petites règles, hein, c'est des petites choses. Alors quand on les lit comme ça, effectivement on peut se dire ok, c'est pas difficile. Sauf encore une fois, on fonctionne tous par habitude et c'est ce changement des habitudes qui fait que, hein, on a dit, le socle, c'est l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, c'est peu de personnes, finalement, ne réussissent à le mettre en place, hein, ce fameux équilibre alimentaire. Donc, même si là, il y a le côté sportif et la motivation qui fait que, ça peut quand même, de toute façon, rester assez complexe. Hein. Donc ça, c'est ça, le principe le jour J, c'est de mettre toutes les chances de son côté au niveau digestif. Hein. Donc une bonne digestion, c'est 3 heures à peu près? On dit qu'il faut effectivement avoir mangé 3 heures avant. Alors après, il y a certains sports où on va faire quand même ce qu'on appelle un peu une petite collation entre deux. Hein, s'il y a des temps, hein, des fois entre les compétitions, et bien, il y a des laps de temps. Donc on va quand si même, je comprends bien, tu as une épreuve à 8 heures du matin, un dimanche matin. Il faut que tu te réveilles à 4 heures du matin, oui. Que tu manges, pour entamer ta digestion de 5 à 8. Quoi. Bah, surtout si tu as un sport où tu peux être gêné au niveau digestif, encore d'autant plus. Donc c'est tous les sports d'impact, notamment. Mais c'est vraiment important ça, de l'identifier. Oui, alors et puis après on est tous différents. Hein. Il y a des personnes, il y en a toujours, hein, on a toujours des témoignages de personnes qui disent mais moi je mange n'importe quoi, et puis ils performent. Il y a toujours ce genre de témoignages-là, mais quand même, de façon générale... Enfin, cela dit, la performance de haut niveau, si on s'appuie... J'aime bien prendre comme référence le haut niveau, c'est toujours le détail qui fait la différence. Donc, l'alimentation... Oui, arriver à ça. Tu vois, quand même, je ne suis pas sûr que des athlètes de très haut niveau soient dans le tout et dans le n'importe quoi, dans leur façon de s'alimenter, de se préparer à la compétition. Aujourd'hui, je pense que c'est de plus en plus suivi. Quoi. Notamment, comme on disait, hein, pour la prévention des blessures et la récupération aussi. Hein, pas que pour que ça commence vraiment à se savoir. Et donc, du coup, oui, il y a de plus en plus... on va de plus en plus quand même dans ce sens-là. Et comme on dit, on arrive à de tels niveaux que c'est ces choses-là qui vont faire la différence. Hein. Vous avez... effectivement pas mal même de sportifs, hein, qui communiquent sur leur hygiène alimentaire. Il y en a quand même plusieurs
Donc on a le jour J, donc là, assurer un confort digestif avant la compétition. Et après, alors là tu passes à après, mais pendant? Alors après, pendant, ça va dépendre vraiment de... Voilà, là j'ai enlevé toutes les slides de pendant parce que tout dépend vraiment de votre compétition. L'idée, ça va être de maintenir cet apport. On avait vu maximiser le glycogène. On va essayer effectivement d'apporter... dès que l'épreuve elle dure plus d'une heure et quart, 1h30, c'est sûr que là l'eau va pas suffire. Donc on va apporter du sucre, fameux sodium. Et puis après, plus on avance encore, au bout de 3-4 heures, là, les protéines vont aussi être nécessaires. Donc tout dépend de la durée et de l'intensité de votre effort. C'est sûr qu'un effort type ultra-endurance, on ne va pas forcément sollicite pas la même filière énergétique qu'un sprinter. Donc du coup, ce ne sont pas les mêmes besoins non plus. Donc tout ce qui est barres de céréales, fruits style banane, les oléagineux, tu le préconises? Alors, ce qui est super important, c'est toujours, on parlait de l'eau dans les entraînements, mais en fait, dans les entraînements, il faudrait aussi apprendre à s'alimenter. C'est-à-dire qu'il faut tester, il faut pas... On dit toujours, on ne teste pas une nouvelle boisson, une nouvelle barre le jour de l'épreuve, mais on l'a tous fait, on l'a fait tous quand même. Des fois, on dit toujours, on ne peut pas le faire, mais voilà, il suffit que la veille, on a le copain qui a la super barre, il paraît qu'il est super top, on se dit, allez, vas-y, j'ai essayé ça demain. On est tous un peu comme ça, mais l'idéal, c'est vraiment d'essayer en amont, parce qu'on l'a dit, il y a le système digestif, il y en a les bananes, vous avez mal à digérer. Les oléagineux, on en parle beaucoup, des amandes, on nous dit mais les vertus des noix, des amandes. Mais oui, mais voilà, mais c'est quand même... des noix de cajou sans sel. Voilà, c'est encore gras. Bon, alors là, du coup, il faut les prendre salés. Si vous êtes un épreuve de longue durée, il faut les prendre salés. Pour le sodium. Mais ça peut être aussi mal digéré. Donc, toutes ces choses-là, il faut vraiment... Les barres, il faut vraiment les oui, donc la connaissance de soi est très importante. Oui. Et notamment par le test pré-épreuve, quoi. Voilà. Les boissons, c'est pareil. Il y a certaines boissons, le nombre de sportifs qu'on voit s'arrêter et vomir la boisson qui sont pris au ravitaillement. Sur les lignes d'arrivée aussi. Les lignes d'arrivée aussi. Bon, là, il est arrivé. Mais bon, quand même, ça, c'est... Mais oui, c'est pas le but de finir. Non. C'est pas le but de venir dans cet état-là. Mais c'est vrai que quand on regarde dans les entraînements, très peu le font. Et il y a aussi, moi je le vois dans mes pratique, je ne sais pas, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que dans les sports d'endurance, des fois, justement, on pense qu'il faut s'entraîner à être un peu, justement, à résister, à pas forcément s'alimenter pour habituer son corps à être en manque. En fait, c'est une grosse erreur, mais on le voit en vélo. Moi, je parle du triathlon. Les hippos à vélo, c'est quand même très fréquent, même c'est des super triathlètes, c'est des triathlètes qui ont déjà un certain niveau. Peut-être parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours cette idée derrière que je vais tenir, mon corps, il faut qu'il s'habitue à être un peu en privation. Alors que pas du tout, la sortie de 3 heures, il faut en profiter pendant les 3 heures, il faut planifier et tester. Et la séance, ça doit servir à ça. On peut pas, le corps, s'il a des besoins, il peut pas, ses besoins, ils sont là. Il ne peut pas faire sans. C'est un peu contre-productif. Mais on est un peu, voilà, cette idée-là qui perdure et qui fait qu'on voit toujours des hippos à vélo. Il t'arrive de suivre des athlètes ou des sportifs sur des épreuves ou qui te demandent de venir? Alors, je les accompagne, je ne suis pas forcément sur l'épreuve, j'ai après du coup le retour. Mais c'est clair qu'une personne qui ne prenait pas du tout, surtout sur les sports d'endurance, qui ne prenait pas du tout en considération son alimentation, c'est le jour et la nuit. D'accord. Oui. Okay. C'est vraiment, y a déjà l'hypo, il n'y a plus d'hypo, non, c'est net. Donc là, tu arrives sur l'idée de la récupération. Oui, donc là, il faut refaire le plein, donc se réhydrater, se reminéraliser. Une bonne récupération, ça dure, par exemple, tu as eu une compétition de triathlon le dimanche, tu reprends l'entraînement à quel moment? L'entraînement... généralement, on est à la compète le dimanche et puis lundi, on est reparti course à pied. Oui, à la cool. On repart à la cool. À la cool. D'accord. L'idée actuelle, de toute façon, vous avez peut-être entendu parler, alors je ne sais pas si donc, c'est un peu 24 heures de récup en suivant cette préconisation, quoi.
Par rapport à l'alimentation, oui, mais sinon, vous avez peut-être, s'il y a des sportifs d'endurance, vous avez dû entendre parler de l'endurance fondamentale. Hein. Maintenant, dans les préconisations actuelles, on dit que au niveau pourcentage, ça doit être essentiellement de l'endurance fondamentale, hein, que tout ce qui va être le fractionné, ça doit être vraiment, vraiment une part pas si importante que ça. Finalement, on casse un peu trop notre organisme et on devrait, derrière les dernières études, parle de 80% d'entraînement. 80% d'entraînement, ça doit être de l'endurance fondamentale. Intéressant. Donc là, je parle pour l'endurance, pour les sports d'endurance. Non, mais bien sûr, mais même, encore que dans les sports d'endurance, tu as toujours des moments où il faut faire un sprint, où il faut faire une relance. Je pense au triathlon en vélo, par exemple. Tu arrives dans un virage, il faut relancer le vélo. Il suffit que tu fasses un Ironman. Relancer, mais on est quand même dans la majorité du temps, on est sur une filière qui va aller puiser dans nos fameux lipides. Donc de toute façon, c'est la principale filière vu la durée de l'épreuve, et cette filière-là, c'est pas en faisant du fractionné des sprints que vous allez la travailler. Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment... travailler l'endurance, avec tous les sportifs. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce que c'est plutôt sympa de courir à la cool, l'endurance fondamentale, plutôt que de s'arracher sur des séries. Tout à fait. Donc l'idée est reconstituer le tissu musculaire, hein, donc l'apport en protéines, drainer les déchets. C'est pour ça, hein, souvent en ravitaillement, vous avez des types comme des tucs, vous avez des boissons gazeuses, hein, notamment pour le sodium. Parce qu'un déficit en sodium... Oui, donc il y a des boissons, notamment gazeuses, qui permettent, avec des pH plus ou moins élevés. Oui, plutôt basifiants, effectivement, parce que là, du coup, on a créé de l'acidité. Donc des types, un bicarbonate, magnésium aussi, et puis en sodium, toutes ces eaux-là. Voilà, donc le but c'est de maximiser la récupération pour repartir. Alors il y a tout aussi l'aspect un petit peu contrôle, un peu je dirais scientifique, et puis se sentir, tu vois par exemple quand on dit rétablir le pH, pour le mesurer c'est pas évident. Oui, non, c'est pour ça qu'il ne faut pas le mesurer non plus, hein. L'idée c'est de donner des conseils, et de toute façon on le sent, hein. On va dire un plat qui va nous permettre de bien récupérer. À la fois, on se sent bien physiquement, mais on n'est pas non plus complètement... Typiquement, un plat qui va être, par exemple, très gras parce qu'on a super faim, pas forcément protéiné, vous allez vous sentir lourd, pas forcément super bien. Que si c'est un plat justement équilibré, on va dire spécial récup, vous allez vous sentir vraiment, on le sent. Vraiment, pour les retours que j'ai, à chaque fois on me dit oui, mais c'est vrai que je me sens plus pareil, là je me sens mieux maintenant que je m'alimente comme ça après mes épreuves. Parce que comme on dit, l'idée c'est de repartir après aussi. Voilà. Donc là j'ai fait un petit question. Focus. Je m'appelle Arthur et je suis cycliste. On voit souvent une mode depuis 2-3 ans à la fin des courses des cyclistes qui mangent un petit paquet de bonbons, une petite canette de coca juste après l'épreuve. Et j'ai entendu Kevin Mayer dire que les 30 minutes après un effort étaient cruciales pour récupérer avec l'alimentation. Est-ce qu'il y a réellement les fameuses 30 minutes qui sont nécessaires après l'effort? Alors, avant, c'était 30 minutes. Là, on est les dernières... moi, ce que j'ai appris dans mon DU, c'était plutôt dans les 2 heures. Dans les 2 heures qui suivent. Et donc, du coup, recommandation, soit vous avez terminé l'épreuve et le repas tombe juste après. Et là, OK, on attend ça va être notre repas qui va nous servir de récup. Soit il y a vraiment un délai. Et là, effectivement, ça, c'est pareil pour les entraînements, hein. Après un entraînement, l'idée c'est soit vous allez manger aussitôt après, soit c'est pas possible et là vous allez vous faire une collation de récup où vous allez effectivement apporter protéines et glucides. Alors justement après l'entraînement, par exemple un entraînement assez poussé, nombreux athlètes peuvent dire j'ai pas faim, j'ai pas la sensation de faim. Oui. Donc là il faut se forcer, comment ça se passe? Alors en plus on l'a pas, encore une fois c'est un peu typique des sports d'endurance parce qu'on
on va dire, on active notre fameuse chaudière, on va dans cette fameuse filiale lipidique, donc le corps, il est parti, il réclame pas forcément. Et donc oui, on peut ressentir effectivement après ce type de pratique, on n'a pas forcément faim, mais là les dernières études montrent 2 heures, donc ça laisse quand même un peu de temps. Un peu de temps, parce qu'on n'a pas faim peut-être dans la demi-heure, oui. mais après ça revient. Ouais. Ça j'en sais quelque chose. J'ai pas de problème, moi j'ai toujours faim. De ce point de vue-là. C'est plutôt l'inverse qu'il faudrait. Est-ce que vous avez des questions? Donc je passe un petit peu. Si, une question là-bas. Lors du séminaire qu'on avait sur la discussion, justement, on nous expliquait qu'après un entraînement, par exemple, si on faisait monter le pic, pas si on prenait trop de sucre. Glycémie. Oui, voilà, glycémie, merci. Si on avait une hyperglycémie après, ça peut annuler ou réduire l'effet de l'entraînement, justement, parce que on allait avoir une hypoglycémie, et du coup, sur le corps, ça a évité la progression. La glycémie, ça vous parle tous, ce taux de sucre dans le sang. De toute façon, que ce soit pour le sportif ou pas le sportif, on évite les pics de glycémie. Parce qu'effectivement, et c'est typiquement, si on prend notamment avant une épreuve une boisson très sucrée, qu'est-ce qui se passe? On augmente donc notre taux de sucre dans le sang. Et vous avez dû apprendre ça en cours, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez un taux élevé de sucre dans le sang, votre glycémie est élevée, qu'est-ce qui se passe? L'insuline est sécrétée, et le rôle de l'insuline, c'est de faire quoi? Elle en fait quoi? Voilà, on stocke en fait. L'insuline, vous voyez, il y a l'image d'une petite clé qui va ouvrir les organes et ça va permettre de faire rentrer le sucre. C'est très imagé, mais on comprend bien du coup le système grâce à ça. Notre corps, il passe son temps à maintenir des équilibres. Notre température corporelle, la glycémie fait partie d'un équilibre et un excès de sucre dans le sang, effectivement ce n'est pas bon et donc du coup le pancréas sécrète l'insuline pour faire rentrer ce sucre dans les organes. Mais si plus on va créer de pics, plus le pancréas il va paniquer, il va sécréter d'insuline et donc le risque c'est qu'effectivement il sécrète trop d'insuline et que finalement qu'il y ait trop de sucre qui rentre, c'est ce qu'on appelle l'hypo et c'est l'hypo-réactionnel. Et donc c'est pour ça que chez le sportif on dit qu'il faut faire attention avant une épreuve, effectivement pour ne pas créer d'hypo-réactionnel à une prise. Donc c'est comme ça qu'on est plus vers des fameux féculents et qu'on évite toutes les boissons qui pourraient avoir on appelle ça un index glycémique, c'est-à-dire qu'il pourrait faire grimper en flèche la glycémie. Donc, mais ça, c'est valable pour tout le monde, en fait. Hein. Bon, encore plus pour le sportif, peut-être, pour son épreuve, mais c'est valable pour tous, en fait. Et c'est la première. C'est quoi la maladie avec un excès de taux de sucre? Le diabète. Diabète. Jeune homme? On a des questions, bien. Ou des remarques? Juste une petite question. La différence entre les aliments qui ont un fort taux de glycémie et ceux qui ont un faible taux, c'est que ceux qui ont un taux fort, ça fait vite monter le sucre dans le sang, et les autres où il y a peut-être plus de glucides, ça va petit à petit dedans. Ce qu'on parle d'index glycémique. Donc, soit il y en a un qui ça va vraiment faire grimper en flèche la glycémie, et voilà, c'est ce qu'on évite. Et les autres, de par la présence des fibres, ces fameuses fibres, on en revient toujours pareil. L'idée, c'est qu'après un repas, on évite à ce qu'il y ait un pic de glycémie, mais il faut que justement votre repas fasse monter, imaginez une petite colline, en douceur. On monte en douceur, et du coup, on redescend en douceur. Il faut éviter les montagnes russes. Et c'est la problématique actuelle avec nos fameux boissons sucrées, produits transformés. Qui te font monter trop vite Qui font monter trop vite, donc du coup, le corps réagit, on est un peu en hypo. L'hypo, il n'y a qu'un seul moyen. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez une hypo? C'est que manger du sucre parce que c'est une chute de glucose. Donc le sucre, vous savez, le sucre, c'est une molécule de glucose, une molécule de fructose. Donc on est obligé de se resucrer, il n'y a que ça. Et donc du coup, vous imaginez un coup de mou, je reprends du sucre, je reprends trop.
Bon, là, on est à l'extrême, mais ça arrive. Quand on faisait de la rando, on avait un col devant nous, on prenait Oui. le tube de Nestlé. Ah bah là, on avait soif. Oui, c'est vrai. Bien. D'autres questions ou on continue? Je vois ton rôle et tes missions à venir. Intéressant tout ça. Donc du coup, on parlait alimentation durable, alimentation santé globale. On est vraiment dans cette idée-là. Quand on parle maintenant, c'est de plus en plus de médecins, on est vraiment dans cette idée qu'on ne peut pas saucissonner tout. C'est vraiment une santé globale. Donc, comme je disais, le stress, la gestion du stress, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique. Faut vraiment, c'est un tout. Et justement, mon idée, c'est d'aller vraiment dans ce sens-là, c'est de pouvoir. J'ai un parcours effectivement stable, donc je peux donner des conseils et c'est vrai que c'est plutôt dans cette direction-là que je veux aller. Gestion du stress, alors je suis une adepte de la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la cohérence cardiaque. Oui. On va en parler tout à l'heure. Et voilà, et donc du coup, j'ai fait, après, comme on dit, il y a des fois le hasard. J'ai fait la connaissance de Pascal Goncalves, qui est un médecin. Alors, il est sur Thury, Thury-Harcourt, mais aussi du coup, il réside pas très loin de Caen. Et il a mis en place une formation, en fait. L'idée, c'est vraiment, on est dans l'éducation, d'expliquer de l'importance d'une alimentation, d'une alimentation fait maison, et puis de l'activité physique. Et c'est vraiment, donc on s'est rencontrés, c'était vraiment de toute façon ma vision des choses que j'avais depuis le début, parce que c'est vrai que moi, les patients que j'ai, lorsqu'on vient typiquement le patient, il vient me voir, il me dit, ou ma patiente d'un certain âge, elle vient me voir, elle me dit, je perds du poids, mais je veux surtout perdre du ventre. Vous imaginez bien que l'alimentation va aider peut-être à perdre de façon un peu globale, mais elle ne va pas forcément perdre de là où elle souhaitait. Et donc ça, faut réussir à bien discuter, à bien faire comprendre que non, l'alimentation, c'est pas magique, contrairement à ce qu'on voit à la télé. Et donc du coup, non, là si on souhaite s'affiner, il n'y a que l'activité physique qui va permettre ça, couplé à une alimentation équilibrée. Mais c'est pas que l'alimentation tout seul qui va, par magie, nous permettre d'obtenir les résultats souhaités. Est-ce que tu préconises une activité physique? Tu parlais de marche tout à l'heure avec des groupes, mais j'imagine par exemple que la musculation, enfin en tout cas le gainage, puisqu'on parle des problématiques de perte de poids au niveau du ventre, toutes ces choses-là, tu orientes aussi tes patients? Moi, après la cohérence cardiaque, mon autre dada, c'est Bernadette. Cohérence cardiaque, vous savez tous, régulation de la respiration. Mon autre dada, c'est Bernadette de Gasquet. Alors, elle a déjà un certain âge. Mais s'il y a bien des bouquins à voir, justement, elle avait eu ces deux Gasquet. Peut-être que le judoka peut être il a écrit un bouquin. De Gasquet? Alors, de Gasquet, donc c'est une gynécologue, elle qui milite vraiment. Elle a écrit halte aux abdos. Donc elle milite vraiment. Je me voilà rassuré. Milite vraiment sur des exercices qui n'abîment pas notamment notre périnée. Et pour les femmes plutôt. Non, l'homme aussi. Pour l'homme aussi? Bon, d'accord. Donc si je fais pas des abdos tous les jours, c'est pas trop grave. Donc elle a écrit des bouquins sur le gainage, notamment un dernier sur le gainage, avec notre judoka préféré. Teddy? Oui, voilà. Donc c'est sorti il y a 1 an. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je recommande. Donc de Gasquet. De Gasquet, vraiment. Sur le gainage. Sur le gainage, sur l'importance du gainage dans la pratique sportive. Et là, ça c'est pareil. Internet, la Covid, elle a lancé en ligne des formations. Donc elle forme à la fois des éducateurs, mais elle propose aussi des programmes pour monsieur et madame tout le monde. Donc voilà, mes 2 petits dadas. Très bien. Donc voilà, mon avenir, ça serait plutôt ça, vraiment un accompagnement global, accompagner. L'idée, c'est vraiment de revenir vers du fait maison, gestion du stress, activité physique. Donc c'est je suis en train de réfléchir à ça et du coup, de toute façon, ça partira de base avec la méthode de ce médecin-là, parce qu'en fait, lui, le médecin, il propose en ligne une formation.
qui permet voilà, vraiment d'éduquer, qui sert vraiment de base. Alors, c'est une véritable éducation, là, le fait maison, parce que oui, ça veut dire que, d'une part, il faut savoir cuisiner un petit peu. Oui, d'où déjà. cette idée de réfléchir à cet Qui accompagnement. cuisine ces petites préparations avant l'entraînement, là? Ouais. 1, 2, non, 2, 3. Il y en a un qui s'étire là-bas, donc on pensait qu'il était en train de préparer ses alimentations, mais non, c'est pas ça. Donc, ouais, on a 2 ou 3 qui préparent. Donc, l'idée de... Alors, ça demande aussi du temps de faire du maison, non? Alors, ça demande du temps parce qu'on ne prend plus le temps. Ah ben, la preuve de sandwich ce midi. On ne prend plus le temps. C'est très... On parlait d'éducation, c'est vraiment important parce que moi, j'interviens du coup auprès de pas mal notamment des assistantes maternelles. Et j'ai une assistante maternelle qui me disait, mais... Moi, effectivement, j'ai pas le temps, mais j'ai toujours été habituée à cuisiner et ça fait partie de son emploi du temps. Et elle, c'est naturel. C'est naturel. Donc c'est pour ça que moi, je milite beaucoup sur l'éducation. Bah oui, effectivement, moi, pareil. Avant, quand j'étais prof des écoles, je faisais confiance. J'achetais ma pizza, je mettais le prix, j'achetais ma soupe en briques en me disant, bah oui, c'est pareil. T'allais à la cantine. Voilà, j'avais confiance aux produits que j'achetais et puis voilà, j'avais pas les connaissances actuelles et puis je disais que j'avais pas le temps parce que je le prenais pas le temps effectivement. Après c'est pour ça que c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut vraiment changer ses habitudes, mais ce temps-là il est... Je prends toujours exemple, nous en tant que parents, on va aller courir à droite à gauche, porter son enfant, il va finir son entraînement de judo à 21h le soir, on va rentrer à 21h le soir, bon bah effectivement on n'a pas le temps de préparer, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant que nos enfants ils fassent un peu moins d'activités et puis rentrer plutôt le soir tu vas te mettre les clubs ados là. Non, mais des fois, il y a des... Alors, je dis on aurait pu avoir des licenciés. Non, mais en tant que certains parents, il y a des enfants qui sont... je parle... Bon, alors, c'est pas dans toutes les familles, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais il y a quand même des enfants qui cumulent 2 activités, que l'enfant fait à côté de la musique, fait à côté le club lecture, fait... Parce qu'on se dit c'est bon pour son éducation. Alors, mais par contre, l'alimentation, ça passe à travers. Et voilà, maintenant, ça veut dire, c'est sûr, c'est un peu mon dada maintenant parce que je prends conscience des choses. Mais justement, c'est ça que je veux arriver à transmettre. Que voilà, il faut peut-être réfléchir. Préparez votre alimentation chez vous. Et emmenez vos petites gamelles à l'université. Bon, le RU ne va pas être content, mais comme ça. Et bien justement, le RU, et parallèlement à ça, je termine une formation pour un collectif, alors qui s'appelle le collectif Les Pieds dans le Plat. Ils ont créé, là, ce que vous voyez à l'image, c'est la SKIC Nourrir l'avenir. En fait, on est des formateurs et on intervient auprès de la restauration collective pour réinstaurer une alimentation bio, fait maison et locale. Réinstaurer ou instaurer? Alors, parce qu'on va dire, il y a voilà, on va dire, on revient... Oui, parce qu'en fait, le bio, c'est quoi avant? Si on revient dans les années, un demi-siècle en arrière, on pourrait dire c'était bio avant. On mangeait tout le temps du bio. On mangeait tout le temps du bio, on n'appelait pas ça bio parce que c'était dans notre alimentation. Hein. Pareil, les faits maison, nos grands-parents, arrière-grands-parents cuisinaient. Hein. Donc, on n'avait pas cette offre qu'on a actuellement des produits ultra transformés. Donc voilà, donc mes missions à venir, voilà, c'est comme ça que j'envisage, aller vers une santé durable, globale. Super. Et voilà, par rapport à l'année dernière, Très intéressant. très intéressant. Voilà. Bah écoute, éduquer. Donc. Éduquer. La seule chose, c'est éduquer. Bon, apparemment, tu aurais du boulot là. 3-4 étudiants qui préparent leur repas. Mais je sème des petites graines et j'essaye d'intervenir aussi en primaire. Ouais, et quelle primaire? Mais les enfants sont demandeurs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que tu as apporté 2 ouvrages. Oui, alors donc... Si tu veux prendre 2 minutes pour nous en parler. Alors en fait, ces 2 ouvrages-là, parce que... Vraiment celui qui m'a fait changer ma vision. Hein. Je vous disais, moi, qu'acheter mes briques, s'il vous plaît. Mes soupes Merci. en briques. À moins que vous ayez des questions. Je vous sens très prolixe sur vos téléphones, donc peut-être que... Le livre, en fait, qui m'a fait un petit peu découvrir ce que contenaient nos assiettes.
Et c'est à partir de celui-ci que j'ai pris la connaissance de la notion d'additif, de ce que c'est un plat transformé. Et à partir de là, ça a été un peu mon mémoire ça a été mon mémoire de BTS, l'impact des produits ultra transformés sur notre santé. Donc ça, c'était le point de départ. Ça m'a amené à celui-ci. Donc celui-là, je l'avais trouvé à la bibliothèque. Donc c'est vrai que je ne l'avais pas, pas avec moi. Julien c'est un best-seller 2016. Du coup, je regardais la date. Ça y est, depuis... Pas dans les STAPS. Bah ouais. Pourtant, on a dit que l'alimentation et l'équilibre alimentaire, c'est le socle. Ah oui, d'accord. Ah, oui. C'est en agro, d'accord. Et donc, du coup, ça m'a amené à celui-ci. Du coup, sur finalement, des aliments, c'est une question aussi de matrice. On aura beau prendre des compléments alimentaires, c'est pas la même chose que de manger le fruit entier, que de prendre la vitamine C à côté. Donc, il y a tout un effet matrice qu'on commence à découvrir de l'aliment. Oui, c'est intéressant ça. Donc, Anthony Fardet est très présent sur les réseaux sociaux. Donc ça, vous pouvez retrouver plein de documents. Et puis, celui est le dernier qui vient de sortir. C'est justement celui sur la mise en place. C'est une révolution de revenir sur du fait maison, du bio, du local. C'est la volonté politique du président de la Dordogne. Donc, ils sont en train en Dordogne de revenir à 100% des collèges bio local et fait maison. Et donc, du coup, ce livre-là raconte toutes les difficultés à mettre en place cette révolution délicieuse. Très bien, parfait. Si tu veux bien, je prendrai bien en photo après pour faire une petite référence. On parle de manger vrai et manger ce qui n'est pas transformé, mais sans complément alimentaire. Mais dans une vie de sportif très intense, est-ce que c'est vraiment possible de manger simplement vrai, sans complément alimentaire et sans produits transformés? Alors, sans produits transformés, oui. Les compléments alimentaires, on a vu, c'est le haut de la pyramide. Il y a effectivement des besoins. Ressort. Et c'est important de pouvoir les identifier, ces besoins en micronutriments qui peuvent manquer. Mais ça, se complémenter, c'est pas ce qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est cette fameuse base, de par nos habitudes qui ont été complètement bouleversées de par nos modes de vie. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à cette fameuse base, parce que Adrien Dutertre, en préparation mentale la semaine dernière, nous disait que lui, souvent, il avait besoin aussi de comprendre la relation aux parents, la relation aux copains, aux méthodes de vie, pour pouvoir amener le sportif à mieux gérer, réguler son stress dans la compétition, à mieux se projeter, à mieux travailler en imagerie mentale ou en cohérence cardiaque, par exemple. Et cette notion d'équilibre aujourd'hui, je pense qu'elle est vraiment au cœur des problématiques de la vie de tous les jours, que tu sois sportif ou pas. C'est-à-dire bien se connaître pour savoir ce dont on a besoin et se sentir bien au bout du compte. Ça, moi, ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai qu'on sort d'une période, moi je fais partie d'une génération où l'alimentation sportive, où on avait le steak frites juste après le match de volley et puis la bière qui allait bien avec, quoi. Mais on prenait un peu d'eau le lendemain quand même. mais tu vois, il n'y avait pas du tout de sensibilisation. Alors que je vois nos enfants font du triathlon, par exemple, la sensibilisation à l'alimentation est primordiale pour eux, parce que c'est des activités quand même relativement intenses. Oui. Bien, écoute, on arrive au terme de ta conférence, de ton intervention. On va remercier Émilie, parce que quand même, c'est... Donc merci à toi, parce que effectivement, c'est quand même un sujet primordial aujourd'hui, de mon point de vue, et qui n'est certainement pas encore assez abordé. On l'a vu, chers étudiants, mettez-vous à la cuisine et faites du maison. Partagez vos recettes. Voilà, vous n'en serez que d'autant plus en pleine forme.